tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et aujourd'hui on a décidé de vous proposer une émission spéciale sur l'apprentissage. Dans le cadre d'un dispositif national France 3, France Bleu, et bien Viatel consacrera la journée entière à ce tremplin pour l'emploi. Aujourd'hui, Tous apprentis, ça démarre au sommaire avec l'apprentissage en alternance dans l'enseignement supérieur. Quelle est l'offre à l'université de Corse? Comment ça marche et pourquoi choisir cette formation? Nous en parlerons avec Jean-Louis Canalette. Il est directeur de l'IUT de Corté, et Gilles Noton, il est responsable de la licence pro énergie renouvelable. Ils sont accompagnés d'élèves de différentes filières. Bonjour à tous. Faustina, bonjour. Vous allez nous parler de l'offre de formation en alternance à l'étranger. Exactement, on va faire un petit tour d'Europe de la formation en alternance et vous verrez, nous ne sommes pas tous égaux. Alors, loin de là. Loin de là, c'est vrai, on découvrira ça tout à l'heure. Avec Florian, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour se former, on découvrira en quoi consiste le projet d'apiculture mené par les élèves du collège des Padules. Et enfin à 13h, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se former, l'AFPA fête ses 50 ans et pour l'occasion, nous reviendrons ensemble sur les différentes formations qui sont proposées. Si vous avez envie de réagir, comme d'habitude, vous nous appelez au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, je suis là. Déjà quelques réactions ? Quelques réactions, mais pas beaucoup. On en veut plus. Vous savez qu'on en veut toujours plus. Toujours plus, oui. D'ici 13h, on vous laisse le temps. Allez, aujourd'hui, Tous apprentis, ça démarre après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être nombreux sur le plateau aujourd'hui. On va faire les présentations comme d'habitude. À côté de moi, Jean-Louis Canalette, directeur de l'IUT de Corté. Bonjour. Vous êtes accompagné de Gilles Noton. Gilles, vous êtes responsable de la licence pro énergie renouvelable. Bonjour. Et vous êtes venu accompagner de certains de vos élèves. Alors dans le public, Jean-Marc Siméogne. Il est où Jean-Marc? Bonjour Jean-Marc. Damien Casanova. Salut Damien, Stéphane Pifférigne et enfin André-Julien Rigaud. Alors on viendra vers vous tout à l'heure pour savoir pourquoi vous avez choisi cette formation. L'apprentissage, c'est faire ses études en entreprise. En gros, on va réunir la théorie et la pratique en vue d'obtenir un emploi. Et dans le cadre de l'université, ça va se traduire par quel type de formation, messieurs? Alors, il faut savoir déjà que ce dispositif de l'alternance a débuté dès 2001. À l'université, donc c'est pas un dispositif jeune. Il a été initié à l'IUT sur des niveaux Bac plus 2, DUT génie civil, DUT génie biologique, et ensuite aux alentours de 2008 a été quasiment généralisé sur l'ensemble des composantes de l'université. Donc l'alternance est proposée dès la première année dans certaines filières. Et donc, à Bac plus 2, Bac plus 3, niveau licence, master, donc master aussi. Donc voilà, le dispositif a tendance à se généraliser et à s'implanter dans toutes les filières. Vous, Gilles, votre filière? Dans ma filière, une partie des étudiants, à peu près 30% de la formation, est en alternance actuellement. Oui. D'accord. Alors, c'est destiné aux élèves en alternance. À partir de quel âge? Alors, les dispositifs, je crois, sont entre 16 et 25 ans pour les plus jeunes. Et c'est un dispositif qui peut aussi se prolonger jusqu'à 30 ans. Voilà, sur des dispositifs de dérogation, oui. Alors là, il est question de contrat en apprentissage en ce qui nous concerne, donc jusqu'à 30 ans. Il sera plutôt question de contrat de professionnalisation au-delà des 30 ans. C'est ce qu'on abordera en deuxième partie d'émission avec l'AFPA. Alors le principe de l'apprentissage, en l'occurrence la formation en alternance, on fait ses études en entreprise. Comment ça marche ? Alors, tout dépend en fait du diplôme qui est concerné. On a des périodes de cours et des périodes d'alternance avec une fréquence qui dépend de la formation. Dans celle dont je m'occupe, on a des périodes d'un mois d'enseignement et d'un mois en entreprise. Dans d'autres formations, il y a un rythme de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines en entreprise, 2 semaines en cours. D'accord, donc les intervenants qui forment les élèves, forcément le corps enseignant à l'université, et ensuite des tuteurs en entreprise ? Alors tout à fait. Nous avons donc à l'IUT ou à l'université, nous avons des statutaires donc, qui remplissent leurs fonctions, cours, TD, TP, etc. Et nous avons aussi un certain nombre de vacataires donc, qui viennent des entreprises pour compléter l'offre de formation et donc donner un vernis très professionnalisant à toutes nos filières. Et comment ils sont évalués à la fin ? Ils sont évalués comme pour un stage, c'est-à-dire qu'ils font un rapport d'activité et qu'ils présentent devant un jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels
en général en fin d'année ou à la fin de leur alternance. Messieurs, il y a énormément d'avantages à l'apprentissage en alternance. En revanche, c'est quand même extrêmement complexe à mettre en place, on ne va pas se mentir. Alors, il faut quand même dire que c'est quand même un dispositif salvateur, parce que qu'on se place du côté des étudiants, qu'on se place de l'ensemble des équipes pédagogiques, des formateurs ou de l'entreprise, ça a permis de donner un dynamisme assez fort à l'université. Et même certains, je dirais, processus mécaniques qui ont pu faire que nous avons pu progresser. Donc, par exemple, pour les étudiants, c'est évidemment gagner en maturité très vite, puisqu'ils sont quasiment dans certaines filières dès la première année en alternance. Donc, ils peuvent tout de suite regarder la réalité du terrain. Donc, ils vont gagner en maturité, ils vont gagner en processus de professionnalisation. Pour nous, effectivement, ça dégage, vous savez, une composante, c'est des murs. Donc, on ne peut pas pousser les murs pour accueillir de plus en plus d'étudiants, comme il s'avère qu'aujourd'hui, on en a quasiment 20 000 de plus chaque année. Donc, ça permet de libérer, pendant l'alternance, la place à d'autres étudiants. Donc, ça nous permet, nous, de continuer à progresser en termes d'effectifs. Vous aimeriez davantage d'élèves en alternance. Et enfin, du côté des entreprises, c'est gagner en opérationnalité, c'est-à-dire que dès qu'ils auront misé sur un candidat, ils pourront le suivre tout au long de leur formation, dès la première année jusqu'à Bac+3, Bac+4, Bac+5, et donc ensuite accueillir chez eux un étudiant opérationnel. C'est un véritable point fort pour les entreprises de pouvoir sélectionner et répondre à leurs besoins, que ce soit des industriels, secteur public ou autres. On va former les employés de haut niveau avec l'alternance à l'université. En revanche, il ne faut pas se tromper. Comment est-ce qu'on les sélectionne, on les cible bien, ces élèves qu'on va former ? En général, c'est eux qui choisissent s'ils veulent aller vers une voie de l'alternance ou une voie, je dirais, classique. Certains sont sélectionnés par l'entreprise, ont une audition sont auditionnés par l'entreprise qui va réaliser un choix parmi l'ensemble des étudiants qui postulent, je dirais. Alors les étudiants, on va leur poser quelques questions si vous êtes d'accord. Je ne sais pas qui a le micro et va se lancer en premier. Alors dans quelle formation tu t'es inscrit ? Alors moi je suis en licence pro commerce, aspect marketing et communication. Et les garçons ? Alors, moi je suis inscrit en licence pro entrepreneuriat. Commerce, entrepreneuriat, d'accord. Moi, je suis en gestion des entreprises et des administrations. Ah, on t'entend très mal. Vas-y, est-ce que tu peux... Je suis en deuxième année de gestion des entreprises et des administrations. D'accord, ok. Et enfin ? Donc, moi, je suis en licence professionnelle en énergie renouvelable. Alors, à quel métier tu te destines ? Alors, moi, actuellement, j'essaye de poursuivre mes études en cycle ingénieur. Donc c'est Gilles, ton professeur. Oui, dit-il. Et les garçons, vous vous destinez à quel métier plus tard ? Moi, du management pur, le métier précis, j'en ai aucune idée. Ah, d'accord. Pareil, le métier précis, je sais pas, mais travailler dans le monde du commerce. Moi, je me consacre à la création d'entreprise. Donc, créer ma propre entreprise. Donc on en a deux qui sont plutôt décidés et deux qui sont encore assez hésitants. Pourquoi vous avez choisi l'apprentissage ? Alors, c'est un plus. Ça permet de mettre en œuvre les pratiques qu'on apprend à l'université, dans l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que ça permet de concrétiser tout ce qui est apprentissage scolaire. Et il y a d'autres aspects en tant qu'étudiant, l'aspect financier. Ah, ça on va en parler tout à l'heure. Forcément, le porte-monnaie, c'est important. Alors moi, je peux aussi dire on a un peu plus de responsabilités, on devient un peu plus autonome, que ce soit professionnellement aussi, et même dans sa vie après. Et ça vous aidera, vous pensez, à cibler vraiment le métier auquel vous vous destinez ? Grâce à l'alternance, on voit directement si on est bien orienté ou pas, ça c'est clair. D'accord. Alors, éventuellement, est-ce que vous auriez aimé faire votre alternance à l'étranger ? Alors, on va les laisser réfléchir. Moi, c'est les stages à l'étranger, ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Maintenant, l'alternance, c'est plus long, donc... mais pourquoi pas ? Non, ça peut vraiment être une bonne expérience, je pense. Eh ben là, justement, c'est Faustine qui va nous expliquer l'offre de formation en alternance à l'étranger. C'est pour les séduire. Exactement. L'efficacité de l'alternance n'est plus à démontrer en disant qu'elle a fait un bond
considérable en France, mais qu'en est-il des autres pays d'Europe? Donc petit tour d'horizon chez nos voisins européens. Ce qui ressort clairement, c'est que les pays ayant un système d'alternance solide ont aussi un taux de chômage faible. À votre avis, qui sont les rois de l'alternance? Ou alors là. À votre avis, comme ça. Peut-être les pays anglo-saxons. Presque. Sur le podium, Danemark, Suisse et Allemagne avec des taux d'élèves en apprentissage de plus de... Ça fait longtemps que vous nous avez pas parlé du côté du Danemark. Vous avez raison. D'élèves en apprentissage de plus de 80%. Il faut savoir que ces pays présentent des caractéristiques communes. Exemple au hasard, l'Allemagne, elle compte 1 500 000 apprentis. Il faut savoir que la très grande majorité des apprentis trouvent un travail à l'issue de l'apprentissage et 60% restent dans leur entreprise de formation. C'est le cas aussi? Très souvent, oui. On est à peu près dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on a un taux d'insertion de l'ordre de 80%. En sortie des diplômes, oui, sur l'ensemble de l'université, oui. Donc en ce qui concerne l'Allemagne, le résultat c'est 8% de chômage chez les jeunes. L'apprentissage concerne tous les secteurs, de la banque à l'artisanat, en passant par l'industrie ou le commerce, en laissant une large part aux services. Alors comment ça fonctionne en Allemagne? Il faut savoir que l'on est dans un système d'orientation précoce où depuis longtemps il y a une absence de hiérarchisation entre voies d'apprentissage et voies scolaires. Dans ces pays où l'apprentissage fonctionne, on est sorti de l'obsession du diplôme et de l'évaluation. C'est une voie à la fois valorisée par les familles, mais aussi par les entreprises. C'est un système sélectif et exigeant, que ce soit de la part de l'apprenti comme de la part de l'entreprise. Ce n'est pas la solution bis trouvée pour des jeunes en échec scolaire. L'apprentissage ne concerne pas seulement les métiers peu rémunérés. C'est la voie quasi exclusive pour les métiers de qualification moyenne aux fortes perspectives de débouchés. Est-ce que vous pensez que chez nous aussi, l'image de l'apprentissage est en train de changer? Oui, bien sûr, puisque on le voit bien autrement. Nous aussi, dans nos composantes, on a déjà procédé à une certaine évolution. Avant, on fonctionnait par domaine de compétences, on fonctionnait par unité d'enseignement. Maintenant, on se dirige vers ce qu'on appelle des blocs de compétences. C'est-à-dire qu'on choisit des blocs dans lesquels on va y mettre justement des unités d'enseignement, mais adaptées au profil de l'étudiant qui doit sortir ou qui a un axe de formation bien précis. Et donc c'est comme ça qu'on va assembler les briques et pour qu'il ait un cursus bien performant. Voilà. Alors la différence ne se situe pas que dans l'apprentissage lui-même, il se situe aussi en amont, dans le système éducatif. En France, en 70, l'éducation nationale s'oriente vers le collège unique, alors qu'en Allemagne, on choisit l'enseignement éclaté. C'est aussi un système qui a son âge, puisqu'il date du chancelier Bismarck. Très tôt, dès l'entrée dans le secondaire, soit dès 12 ans, c'est très tôt, les jeunes sont en contact avec le choix ou non de l'apprentissage. Ensuite, le financement de la formation pratique est pris en charge quasiment totalement par les entreprises elles-mêmes. Est-ce que la complexité du système français est un frein à l'apprentissage, vous pensez ? Moi, je ne peux parler que de l'apprentissage au niveau universitaire. Je ne pense pas du tout, non. C'est relativement simple à mettre en place. Il n'y a pas de. Est-ce que ce sont les entreprises qui prennent en charge ? Alors, une fois que c'est un contrat, évidemment, entre l'entreprise et l'étudiant. Après, donc, il y a effectivement des dispositifs qui permettent d'exonération de charges énormes. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise, il a déjà quelqu'un à moindre coût. Donc, c'est-à-dire qu'il sait déjà quel étudiant il a choisi. Il l'amène progressivement sur le poste qu'il faudra qu'il prenne, mais à des coûts très faibles. Et lorsqu'il sera sorti de la phase d'apprentissage, il pourra être quasiment autonome à un coût normal. Donc, la mise en place, une fois que c'est formalisé par un contrat, il n'y a plus de soucis. Mais ce qui est intéressant dans ces systèmes aussi, c'est que les organismes de formation se situent vraiment en prestataire des entreprises en répondant à des besoins précis. Ce n'est pas que de la main-d'œuvre low cost, mais véritablement un gain pour une entreprise qui elle-même valorise l'apprentissage. C'est un échange des deux. Le mot d'ordre de ces pays où l'apprentissage fonctionne, c'est aussi la formation continue. Dans un pays comme le Danemark, et c'est très intéressant,
au hasard. Au hasard. La formation professionnelle commence dès l'entrée dans le secondaire et en fait, elle s'arrête jamais. 2 adultes sur 3 se forment au moins une fois par an. Même lorsqu'on est adulte, on n'a pas honte de se former. Il y a aussi une grande perméabilité entre les filières et un choix d'orientation réversible. On peut commencer quelque chose et revenir en arrière. On a le droit de se tromper. Dans le sud et dans l'est de l'Europe, il y a un grand retard à ce niveau-là. Dans un pays comme l'Espagne, le système n'en est qu'à ses débuts avec un taux inférieur à 1%. Donc ça commence. Et un taux de chômage très élevé. Hein. Donc est-ce qu'on pourrait appliquer ces systèmes danois et allemands au système français, vous pensez ? Nous en sommes, hein. Nous sommes en train d'y venir, on y va progressivement, hein, puisque, alors effectivement, ces vieux souvenirs où l'apprentissage était des voies de garage, ça s'est oublié depuis très longtemps. Hein. On a pour preuve que pour 61% des étudiants en apprentissage font partie des majors de promotion. Donc c'est vraiment une voie d'excellence. Voilà, donc, et donc nous mettons en place maintenant systématiquement par exemple à l'UT, puisque je parle de ma composante, nous avons quasiment toutes nos filières qui sont en apprentissage, et presque dès la première année. Damien, est-ce que tu es prêt à partir au Danemark ? Oui, il dit oui, sans micro, mais il a dit oui. Allez, on verra qu'il n'est jamais effectivement trop tôt pour se former. C'est ce que Florian va nous prouver avec une initiative du Collège des Padules. Ça s'appelle l'apiculture. Le principe, c'est apprendre le fonctionnement d'une ruche, impliquer les élèves dans un projet de fabrication d'outils, de mesures sonores. C'est un indicateur de la bonne santé de la ruche. Bref, ça va bien au-delà de la théorie. On regarde tout de suite de quoi il s'agit. Depuis quelques années, le Collège des Padules d'Ajaccio innove. Précurseur sur la Corse, l'équipe enseignante est à l'origine de ce projet interdisciplinaire autour des abeilles. Alors pourquoi avoir mis un système d'éducation en place, je dirais un peu parallèle au système traditionnel ? À travers ce projet d'apiculture qui est né il y a maintenant 3 ans, d'une équipe pédagogique dynamique et investie, c'est un projet vraiment interdisciplinaire. Il n'y a pas que la SVT qui intervient, il n'y a pas que les mathématiques, c'est vraiment un projet interdisciplinaire d'enseignants qui ont eu envie de travailler autrement. Et l'objet apiculture réellement est né du fait que justement à travers un atelier, à travers maintenant une classe et à travers beaucoup d'autres projets qui sont nés à partir de ce concept, on a pu mettre en place un certain nombre de méthodes pédagogiques innovantes et qui commencent à faire leur preuve justement, qui commencent à donner des résultats. Nous nous apercevons que dans les classes où on mène ce type de projet, nous avons moins de décrochage scolaire, nous avons des élèves qui évoluent de manière plus positive et généralement ce sont des classes ou des élèves avec lesquels nous avons moins de problèmes de vie scolaire aussi. Yo bro, les astronautes de la mission Apollo sont dans la place. Allez viens voir la ruche, viens taquiner l'abeille. Wesh gros. L'idée c'est de mesurer le bruit de la ruche en deçà d'une certaine activité, donc d'un certain seuil sonore. On imagine que la ruche serait mal en point, la population serait faible, donc ça donnerait un signal d'alerte à l'apiculteur. Au-delà de ce signal, ça permettrait de savoir que la ruche se porte bien, peut-être pas la peine de s'arrêter sur une visite. La visite peut être reportée, la visite de la ruche peut être reportée ultérieurement. Et pour ce faire, une des classes de SVT doit réaliser au cours de l'année scolaire un sonomètre qui servira bien sûr à ce projet. Si on reprend vraiment la genèse du projet, la ruche que l'on vient de visiter a été fabriquée par les élèves. Notre essaim donc, a été déposé par les élèves. La plupart des produits sont fabriqués par les élèves. Et la suite du projet serait de créer une mini-entreprise pour que les élèves puissent après rentrer aussi dans l'activité d'un parcours à venir, d'un parcours des métiers et vendre leur propre production. C'est vraiment une formation complète. Hein. C'est le but, apprendre autrement. Apprendre autrement. Et rentrer dans la vie active. On y est. Voilà. Tout comme les abeilles, les élèves quitteront la ruche bien préparés à entrer dans cette vie active. Pas folle l'abeille. Les abeilles. C'est une jolie conclusion. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, messieurs ? Alors, on ne peut que se réjouir de voir que très tôt, les jeunes puissent se sensibiliser justement à cette voie de l'apprentissage
et donc permet déjà d'anticiper et savoir au plus tôt quels seront leurs choix professionnels. Donc c'est vraiment un très très bon dispositif. Et le sonomètre dans la ruche ? Ah, le sonomètre de la ruche, intéressant, application que je ne connaissais pas. Je fais un cours sur la nuisance sonore. J'ai une petite illustration. Ce ne sont pas des nuisances, mais une autre application du sonomètre. D'accord. Alors, vous en parliez justement, Jean-Louis. Est-ce que mettre l'accent sur les formations en apprentissage, c'est vraiment essayer d'obliger au plus tôt à faire un choix professionnel pour éviter éventuellement de, si je puis dire, traîner sur les bancs de la fac ? Alors, on ne peut pas dire ça comme une obligation, mais il faut que l'on puisse très tôt mettre en place ce qu'on appelle un PPP, donc c'est-à-dire un parcours personnel professionnel de l'étudiant, chose qu'on ne faisait pas à mon époque, par exemple. Hein. On suivait les étapes et puis bon, c'était pas un petit peu le hasard qui fait qu'on choisissait, mais voilà, on attendait d'avoir une idée très précise. Ici, dès la première année, c'est vraiment donner à l'étudiant la possibilité de tracer son parcours. Alors effectivement, une vie d'étudiant, ça se modifie, ça évolue, donc on peut avoir à un moment donné vouloir changer parce qu'on s'est dit, bon, j'ai pas pris la bonne voie. D'accord, on a le droit de se réorienter même si on a choisi la formation en alternance. Ce sera en partie nos travaux de demain pour intégrer des nouvelles stratégies pédagogiques, c'est de pouvoir, entre les filières, donner des passerelles intéressantes, avec effectivement des blocs de compétences placés là où il faut pour que l'étudiant puisse prendre des chemins différents sans avoir à tout repenser, à tout réinvestir et à mettre au panier les premiers acquis qu'il a eus. Donc c'est vraiment ça vers lequel on va. On s'oriente. Oui. Alors le slogan de l'apprentissage, c'est d'être un tremplin pour l'emploi. Est-ce qu'il y a forcément la garantie à l'issue de cette formation d'avoir un emploi à la clé ? Une garantie 100%, jamais, puisqu'on ne sait jamais comment les choses se passent, mais la plupart du temps, enfin, dans la licence professionnelle dont je m'occupe, la plupart du temps, ça se termine par un emploi. Ouais. C'est d'ailleurs une forte demande de l'entreprise très souvent à ce que l'étudiant, à l'issue de son alternance, reste dans l'entreprise elle-même. C'est une demande forte de l'entreprise. Alors justement, est-ce que ce sont des formations qui ont vocation à se pérenniser ou alors, voilà, ce sont des one-shots, c'est une entreprise particulière qui va avoir besoin de recruter des employés vraiment formés et au bout de 2 ans, eh bien, la formation disparaît? Pas forcément? Non, disons que les formations sont mises en place, bien entendu, en ayant regardé les demandes du tissu économique. Donc chez nous, par exemple, à l'IUT, nous avons 6 DUT et 11 licences professionnelles. Donc nous avons mis en place des licences professionnelles en vitrine de ce que le tissu économique nous demande. Donc effectivement, à un moment donné, il y a besoin de les faire évoluer. Alors, l'évolution se fait de façon assez lente, mais on essaie d'être toujours réactif, de toujours anticiper. Lorsqu'une licence professionnelle, bon, on sent qu'elle n'est plus tout à fait adaptée à la demande des entreprises. À ce moment-là, bon, on la repositionne et à ce moment-là... Elle ne disparaît pas, elle s'adapte. Voilà, elle s'adapte. Et donc, ou on en crée des nouvelles, ou on la fait disparaître. Hein, c'est pas... c'est un petit peu plus difficile, mais on s'adapte continuellement aux besoins du tissu économique. D'accord. Alors, est-ce que en alternance, les places sont limitées pour les élèves ? Non, je pense que rien ne limite à avoir même la capacité complète de la filière. C'est même plus facile des fois d'avoir l'ensemble des étudiants en apprentissage. C'est déjà plus facile pour l'emploi du temps, etc. Donc, et puis, si on sait qu'ils sont tous en alternance, on saura déjà qu'ils font partie des 80% insérés dans travail. Voilà. Et les autres feront peut-être une poursuite d'études. Alors, il faut trouver forcément une entreprise. Je vais m'adresser à nos étudiants. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver l'entreprise dans laquelle vous êtes en apprentissage? Pour trouver une alternance, c'était quand même compliqué. J'ai dû faire au moins 20 entreprises sur tout Ajaccio. Et c'est la dernière que j'ai faite qui m'a prise. D'accord. Donc, finalement, tu ne regrettes pas? Voilà, non, je ne regrette pas. D'avoir peiné. D'accord. Et pour les autres? Alors oui, la recherche est quand même assez compliquée parce qu'on est obligé de postuler dans plusieurs entreprises. Mais c'est surtout dans quel cadre on veut travailler pour se décider correctement qui est le plus difficile à faire. Alors, surtout pour vous deux, hein, où c'était plus... j'allais dire un choix de métier qui était moins précis. En revanche, pour Damien? C'est pareil, c'est assez compliqué de trouver une entreprise. Même quand on sait déjà vraiment ce qu'on veut faire.
Encore plus si on sait ce qu'on veut faire, parce qu'on va cibler des entreprises, justement, des entreprises qui n'ont pas forcément un besoin. Et donc en fait, ça va être la course à envoyer des CV, des lettres de motivation partout, à rentrer en contact. Faut appeler, faut essayer de rentrer en communication directement avec le service RH, parce qu'il y a beaucoup de gens qui postulent. Et c'est un peu la course de la motivation, et il faut être le plus large possible. Donc ce sont les étudiants qui vont créer le besoin, d'une certaine façon, oui, des entreprises. Certaines fois, oui. Mais parfois, c'est l'inverse. Moi, par exemple, demain, j'ai déjà une réunion avec une entreprise qui cherche des alternants pour la rentrée prochaine. On peut avoir le phénomène inverse. C'est l'effet VST. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, on parlait porte-monnaie en apprentissage. Est-ce que les élèves sont rémunérés en même temps qu'ils sont formés, ou c'est pas une obligation de l'entreprise ? Dès qu'il s'agit d'un contrat, donc là, ici, on est dans le cas où il y a effectivement une rémunération. Alors, c'est au fur et à mesure qu'ils montent en filière, ils ont un pourcentage du SMIC qui augmente. Alors après, dans le détail, je ne saurais pas vraiment vous dire quels sont tous les avantages de l'entreprise et de l'étudiant, mais effectivement, l'étudiant est rémunéré pour ça. Ça a l'air bien, la rémunération, quand on fait ses études, les garçons. Oui. C'est quand même pas ce qui a motivé le choix. Non, disent-ils, très bien. Allez, on le disait, l'image de l'apprentissage a changé. C'était la voie de garage, c'est devenu la voie d'excellence. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, tout à fait. Les chiffres le prouvent. Hein, donc, plus de 80%. Plus de 71% sont majors. Et en plus, majors de la promo, donc on a bien raison. Ils font partie du podium, on va dire. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous parler de l'apprentissage en alternance dans l'enseignement supérieur. Il n'y a vraiment pas à hésiter. On vous souhaite de très très bons résultats aux examens pour ne pas faire mentir les stats. On va poursuivre Tous apprentis, ça continue. On va se retrouver juste après le flash de 13h pour parler de la formation en alternance, mais pour les adultes. Allez, ne bougez pas, à tout de suite.